Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On conclut le cours des insuffisances respiratoires chroniques. Dernièrement, on va voir le diagnostic positif et la prise en charge de ces troubles ou de ces insuffisances. Toujours vous allez trouver tous ces supports dans la description pour télécharger. N'oubliez pas, chers amis, à abonner et ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Maximum de partage toujours pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, comme signe clinique, donc, c'est l'aggravation de la dyspnée, malheureusement. Et on va voir la classification de Sadoul, qui est la classification la plus utilisée pour grader ou bien grader cette dyspnée. La fréquence respiratoire, elle va augmenter, donc elle va dépasser les 16 contractures par minute. Et s'il s'agit, ça c'est annoté parmi les signes de gravité, c'est une polypnée qui est supérieure à 25. Donc, une fréquence respiratoire entre 25 et 30 contractures par minute. Donc c'est un élément de gravité. C'est la classification de Sadoul qu'on va voir juste dans une plaque. Il va classer la dyspnée, notez bien. Donc aggravation de la dyspnée veut dire la stadification de Sadoul. Et c'est les stades 3 et 4 malheureusement qui sont les plus graves. Aussi, ce qu'on a vu précédemment, le cyanose, qui va témoigner de troubles ou d'une insuffisance grave. Donc, elle se traduit par un taux d'hémoglobine qui va être réduit. Une valeur supérieure ou égale à 5 grammes. Donc, si, comme on avait vu, le taux d'hémoglobine chez un homme, était de 14 par exemple. Donc, le cyanose va être reconnu lorsque cette hémoglobine-là sera inférieure à 9. Donc, 14, 25 de gravité. Donc, on va voir 9. Donc, au-delà de 9, on va voir par exemple c'est cyanose. La coloration aussi, bleutée, bien cette coloration bleutée dans le cyanose, elle va être retrouvée au niveau des ongles, qu'on a vu dans les parties précédentes, au niveau des lèvres, des oreilles, et elle peut être masquée par une anémie ou une polyglobulie. On parlera d'un trouble chronique lorsqu'il s'agit toujours d'une pathologie chronique. L'apparition ou bien la décompensation ne sera pas mis en évidence directement. Donc, un trouble chronique, le corps, il va adapter à ce dernier ou bien cette agression. Donc, vous allez avoir donc dans l'insuffisance chronique, vous allez avoir la polyglobulie, voire même une anémie qui va être chronique et qui serait généralement bien tolérée. C'est au stade 3 et 4 de la classification de Sadoul. C'est le cas dans la polypnée où ce dernier ou bien cette insuffisance sera aggravée malheureusement. Ça, c'est la classification de Sadoul que vous êtes censé garder par cœur. Donc, grade 0 ou bien normal, stade normal. Donc, absence de dyspnée dans la montée des escaliers. Je répète, la classification de Sadoul, elle est à retenir par cœur. Fréquemment posée comme question d'examen. Donc, stade normal, absence de dyspnée dans la montée des escaliers. Grade 1, une dyspnée à l'exercice. Par exemple, montée de 2 étages. Donc, si on vous pose la question dans un contexte clinique, un patient qui est dyspnéique après la montée, puis après un effort physique notable, par exemple, montée de 2 étages. Donc, ça, c'est du stade 1 de la classification de Sadoul. Heureusement, c'est pas grave. Grade 2, c'est une dyspnée dans la montée à côté d'une personne qui marche normal. Donc, lorsque le patient il va comparer lui-même avec ses accompagnateurs, il va trouver qu'il a de la dyspnée, qu'il a du mal à rattraper les pas de ses accompagnants. Donc là, on parlera de stade 2. C'est une dyspnée en côté ou bien à côté à la marche normale. Donc, grade 2, c'est un trouble ou bien une dyspnée qui va être mis dans la montée et à la marche normale, ça serait pas notable. Par contre, le stade 3, c'est là où la gravité elle va commencer. Donc c'est une dyspnée même en marchant dans un terrain plat lorsque ce dernier va comparer lui-même avec d'autres accompagnateurs. Suivant, stade 4. Donc c'est une dyspnée à sa propre pas, le patient lui-même, sans être accompagné d'autres personnes, qui va lui impliquer d'arrêter sa marche. Stade 4, une dyspnée même à la marche malheureusement. Stade 5 qui est le plus grave, une dyspnée à un moindre geste. Donc par exemple, un rasage, un habillage,
le patient il va être dyspnéique à un moindre effort et c'est le stade le plus grave. Donc je répète, stade normal, une montée des escaliers qui est normale. J'espère que vous êtes en train de noter ce qu'on est en train de dire. Stade 1, dyspnée dans la montée supérieure à 2 étages. Stade 2, dyspnée juste en montant, pas de dyspnée dans un terrain plat. Stade 3, dyspnée dans un terrain plat, lorsque le patient va comparer lui-même à ses accompagnateurs. Stade 4, dyspnée qui va impliquer l'arrêt de la marche, le patient lui-même sans être accompagné. Stade 5 qui est le plus grave dans la classification de Sadoul. Une dyspnée à un moindre effort, exemple là de rasage, habillage, le moindre effort, le patient là il va être dyspnéique. La classification de Sadoul, elle est à retenir par cœur car elle est fréquemment posée comme question d'examen. J'espère que vous allez la noter. Suite à ça, d'autres signes. Donc, vous voyez là, c'est le fameux hippocratisme digital. On note aussi, dans l'examen physique, on peut noter des râles ronflants, voire des sibilants. Donc, sibilant, c'est en cas d'asthme ou bien d'une pathologie expiratoire, ou bien des râles en cas de pathologie inspiratoire. Tout ce qui est en inspiration, ça va donner des râles. Tout ce qui est en expiration, il va donner des sibilants. Donc, vous allez voir ça dans votre simulation. Ça, c'est l'hippocratisme digital qui va signer l'ancienneté de l'affection. On a vu l'hippocratisme digital dans les pneumoconiose, dans la BPCO. Donc, un hippocratisme digital, il va témoigner d'une hypoxie qui est chronique. Cet hippocratisme digital peut être soit discret, soit fruste. Donc, un doigt normal, là, l'angle angual est de 160 degrés. Si cet angle-là dépasse les 180 degrés, là, on va parler de l'hippocratisme. Donc, soit discret, soit discrète, soit fruste, comme vous voyez à gauche dans l'illustration. Les examens complémentaires à prescrire, premièrement la gazométrie. Donc, on parlera d'insuffisance respiratoire chronique. Donc, là, vous allez sûrement avoir un trouble de gazométrie. Les résultats là, vous pouvez trouver une hypoxie isolée, hypoxie avec hypocapnie, hypoxie avec hypercapnie. Donc, ce qu'on avait dit, hypercapnie, là, c'est les troubles de pH. pH métrie va changer. Et le stade le plus grave, c'est une hypoxie hypercapnie associée à une acidose. Et si vous avez la réflexion, ce qu'on avait dit, une acidose respiratoire, c'est une indication à la VA, à la ventilation artificielle. Deuxième examen paraclinique à prescrire, c'est l'examen clé, le téléthorax. Donc, ça va orienter, ça va rechercher un motif. Donc, soit une pneumopathie, pneumonie, un épanchement pleural, un épanchement liquidien comme on a vu dans les pleurésies, un pneumothorax et la liste s'allonge. Donc, toute pathologie, c'est pour cela qu'on a insisté sur la description radiographique de toutes les pathologies qu'on a vues précédemment, surtout la sarcoïdose. J'espère que vous allez mieux interpréter une radiographie thoracique d'une sarcoïdose. On va les revoir toujours dans la partie interprétation chez thoracique. Suivez toujours, comme on avait dit, toute pathologie pulmonaire, ça va finir par une pathologie respiratoire droite, plutôt pathologie cardiaque droite, insuffisance. Donc un ECG, un électrocardiogramme, l'examen clé en cardiologie, notre prochain module. Il va apprécier le retentissement cardiaque droit, surtout la CPC, et le CPC, le cœur pulmonaire chronique. Il va donner des signes d'hypertrophie auriculaire. On va voir l'hypertrophie auriculaire droite et gauche dans les insuffisances cardiaques. Les signes d'hypertrophie ventriculaire qui est un signe de gravité, surtout HVG, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Tout ça, on va l'aborder dans l'interprétation des ECG des électrocardiogrammes. Un écho-cœur. Donc, pour apprécier la pression artérielle pulmonaire, nous allons aborder l'écho-cœur dans la TAP ou bien l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, en cardiologie, les deux complications majeures, c'est l'insuffisance cardiaque et l'hypertension artérielle pulmonaire dans sa forme malheureusement précapillaire qui est plus grave que la postcapillaire. Elle se définit par une pression artérielle pulmonaire supérieure à 20 mm/mercure au repos. Donc si on vous pose la question, quels sont vos examens paracliniques à prescrire devant une insuffisance respiratoire chronique? Gazométrie, recherchez les signes de gravité, surtout l'hypercapnie et l'acidose.
c'est le plus grave. J'espère que vous avez cité ça. Non? Un téléthorax, l'examen clé, c'est tout ce qu'on avait pas basé dans les pathologies précédentes. Un ECG aussi, n'oublie pas les complications cardiaques, surtout le CPC, le cœur pulmonaire chronique, l'écho-cœur pour rechercher d'une HTAP, d'une hypertension artérielle pulmonaire. Aussi d'autres examens paracliniques, le bilan sanguin, l'énumération de la formule sanguine, donc une polyglobulie, une augmentation de l'hématocrite, les globules rouges augmentés ou bien la polyglobulie. Donc, elle se définit par un taux d'hémoglobine supérieur à 16 grammes, donc l'inverse de l'anémie. La glycémie peut être augmentée et c'est un signe inaugural d'un diabète chronique. Donc, le diabète aussi peut être recherché dans vos examens paracliniques, bien votre examen complémentaire. Donc, on récapitule. Donc, la gazométrie, téléthorax, le CG, l'écho-cœur, recherchez surtout l'HTAP, l'énumération de la formule sanguine pour rechercher la polyglobulie et dernièrement la glycémie. Il s'agira d'un diabète malheureusement. Dernièrement, dernier titre, ou bien l'avant-dernier titre, l'évolution et le pronostic de ces insuffisances respiratoires. Malheureusement, l'insuffisance respiratoire chronique est une situation grave. C'est le terme ultime d'une pathologie respiratoire ancienne, soit restrictive, soit obstructive. J'espère que vous avez cité la partie précédente. Cette pathologie, cette insuffisance respiratoire nécessite un contrôle spécialisé pneumologique régulier de ce patient. Il ne faut pas sous-estimer l'insuffisance respiratoire chronique. Le patient peut passer malheureusement. Elle est parvenue au stade, si cette dernière, là c'est une note A béné, si cette dernière elle est parvenue à un stade de l'hypercapnie surtout, et l'acidose qui va finir à, ou bien qui va venir par suite, malheureusement, le patient là, il a une espérance de vie en moyenne juste de 5 ans. Donc, si le patient, il est dans le stade d'hypoxie, hypercapnie grave, voire acidose associée, donc il n'a une espérance de vie en moyenne juste de 5 ans. Donc, c'est une affection chronique. Si elle est maltraitée, si elle est au stade grave, le pronostic vital là, il n'est pas très favorable. L'évolution à long terme, elle va finir. On avait dit ça, j'espère que vous n'allez pas faire cette erreur vers le cœur pulmonaire chronique. On va voir ça en cardiologie. Mais cette évolution, malheureusement, peut être émaillée par une menace de décompensation qui va mettre en pronostic, ou bien qui va mettre en jeu le pronostic vital. Si un patient déjà connu insuffisant respiratoire chronique, il peut développer, qu'on avait dit, un pneumothorax secondaire qui sera très mal toléré, voir si ce dernier il va développer des infections. On avait dit que les infections, c'était les causes les plus fréquentes d'exacerbation des BPCO. Donc, vous voyez, ce cours, il est un récapitulatif de presque la majorité des pathologies qu'on avait vues. La pleurésie peut être aggravée. Donc, une pleurésie, si elle est de grande abondance, elle pourra donner une insuffisance respiratoire. Imaginez-vous si cette pleurésie-là, elle va s'installer chez un patient déjà connu insuffisant respiratoire. Ça peut être mortel. Donc, faut pas attendre d'avoir bien arrivé au stade de cœur pulmonaire chronique. Parfois, les complications, les exacerbations, soit par infection, soit un pneumothorax sur un poumon taré, voire la pleurésie, toutes ces pathologies malheureusement peuvent être mortelles. C'est pour cela, comme on avait dit, l'insuffisance respiratoire chronique, c'est une situation grave qui nécessite un contrôle pneumologique spécialisé chez ce patient. Dernier titre, c'est le traitement. Donc, le traitement, il doit être guidé par l'étiologie. Les mêmes attitudes préconisées dans la BPCO sont employées. Je vous invite à consulter le cours d'exacerbation de BPCO. Donc, l'augmentation du traitement de fond pour lever l'obstacle. Donc, il faudra appeler l'intérêt de la suppression des toxiques, le tabac, et même l'empussurage, les professions. On avait vu dans les pneumoconioses. Ça, c'est, vous voyez l'enchaînement du cours qui est en train de s'installer. La kinésithérapie respiratoire qu'on a déjà cité dans les pleurésies, leur rôle
pour permettre une réexpansion, soit dans les pleurésies, voire même aussi dans le pneumothorax. La vaccination antigrippale, ces patients tarés, voire diabétiques, malheureusement, ils ont une mauvaise immunité. Donc, une vaccination antigrippale, elle est indiquée. Et c'est sur cette plaque, elle est à retenir. On peut vous poser la question, quelles sont les mesures à prescrire ou bien à établir devant un patient déjà connu, IRC, insuffisant respiratoire. Traiter l'obésité. Vous allez voir le rôle de l'obésité ou bien c'est un facteur de risque majeur des pathologies cardiovasculaires, voire pulmonaires et même diabétogènes. Donc l'obésité, traiter, lutter contre l'obésité et traiter le SAOS, le syndrome d'apnée de sommeil qu'on va aborder très prochainement en cardiologie. N'oublie pas le rôle de réentraînement physique. Donc, il ne faut pas laisser le patient sans récompensation ou bien en décompensation. Il faudra installer un réentraînement à l'effort, comme on a vu dans la PPCO. Suite à ça, les médicaments employés sont les fluidifiants, les anticoagulants, les bronchodilatateurs, comme on a vu dans l'asthme et la BPCO, et les analeptiques respiratoires. Donc, je répète, les médicaments à prescrire, donc les fluidifiants, donc le cas de nébulisation dans l'asthme, on avait dit que le rôle d'humidification des bronches, ça peut améliorer une crise d'asthme exacerbée. Les anticoagulants, donc le risque cardio pour limiter les risques cardiovasculaires. Les bronchodilatateurs en cas de troubles surtout obstructifs. Les analeptiques respiratoires aussi sont indiqués. Faites attention, les médicaments à proscrire souvent sont posés comme question d'examen. Faites attention à prescrire soit des neurosédatifs, c'est le cas des hypnotiques, les tranquillisants, les antihistaminiques, les antitussifs. L'oxygénothérapie intempestive à fort débit aussi, elle est à proscrire. Donc je répète, devant un patient qui est déjà connu IRC, donc pas de neurosédatif, donc soit pas d'hypnotique, pas de tranquillisant, c'est les mêmes contre-indications comme on a vu dans l'asthme et de la PPCO, ils vont aggraver ce trouble. Pas d'antihistaminiques, ils sont à proscrire. Pas d'oxygénothérapie intempestive, on a vu dit qu'elle peut causer un trouble restrictif si elle est mal utilisée. Et pas d'antitussifs, même en voie locale. Faites attention, les antitussifs sont à proscrire aussi devant une IRC, devant une insuffisance respiratoire chronique. Donc, à prescrire les analeptiques, les bronchodilatateurs, les analeptiques respiratoires, les anticoagulants pour lutter contre le trouble restrictif, les aérosols doseurs comme on a vu précédemment, soit dans l'asthme et même de la PPCO, donc les critères de SABA et de LABA. Faites attention, les médicaments à proscrire, les neurosédatifs, soit hypnotiques, soit tranquillisants, contre-indication. Voilà, le cas c'est le Hexapram, il est contre-indiqué, soit hypnotique, soit tranquillisant. Les antihistaminiques sont à prescrire, les neuroleptiques aussi, les antitussifs même par voie bien dans la forme localisée. Et faites attention à l'oxygénothérapie à fort débit, comme on a vu dit précédemment, peut induire un trouble de type restrictif. Dernière plaque, c'est l'indication à l'oxygénothérapie. Donc, on a deux méthodes d'oxygénothérapie, donc soit l'oxygénothérapie à longue durée ou bien la ventilation non invasive selon le cas. Les indications de l'oxygénothérapie, donc soit à domicile, soit en milieu hospitalier. Donc, s'il s'agit d'une pression O2 inférieure à 55 mmHg, voire une saturation inférieure à 85, on avait vu ça dans tous les troubles restrictifs. Un retentissement cardiaque, roi HTAP, on va l'aborder très prochainement. Une polyglobulie, signe d'insuffisance respiratoire chronique. Et des saturations rapides, et saturations plutôt rapides à l'effort physique. Notez bien que toute prescription d'oxygénothérapie doit être précédée par un bilan respiratoire et gazométrique, ce qu'on avait dit dans la partie paraclinique, donc, qui consiste à une amélioration et la tolérance à l'effort.
Le retour à la normalité des phénomènes d'adaptation à l'hypoxie. Donc, c'est la polyglobulie, l'HTAP, la diminution de la pression O2. Donc, c'est à suivre pour savoir s'il s'agit d'une bonne amélioration ou non. Et cette oxygénothérapie, heureusement, elle va permettre la prolongation de la survie chez ces patients-là. Deuxième indication, c'est l'indication à une ventilation non invasive. Elle est à prescrire si malheureusement il s'agit d'un échec de l'oxygénothérapie malgré un traitement optimal. On passera à la ventilation non invasive. Et deuxième indication, je répète, à la ventilation, ce qu'on a déjà cité, c'est l'augmentation de la pression CO2 qui veut dire une acidose respiratoire qui est malheureusement menacée parmi les critères de gravité. Donc, j'insiste sur les indications à l'oxygénothérapie et à la ventilation non invasive. Il peut s'agir des questions d'examen dans un contexte clinique. J'insiste aussi sur les différents types restrictifs, obstructifs et surtout la première partie où on avait vu les critères anatomiques, histologiques et physiologiques sont souvent posés comme question d'examen. La physiologie, physiopathologie de la ventilation et de l'insuffisance respiratoire chronique. Donc ça, c'est tout pour l'IRC, chers collègues. On continuera le module de pneumologie où on va voir le troisième chapitre, où on va aborder la tuberculose et les néoplasies. Toujours bon courage dans vos préparations, chers amis. Merci pour votre attention et à la prochaine.